un nouveau livre sur l'affaire Dreyfus, il fallait oser. Et Jean Dittard a osé. En publiant J'accuse chez Delcourt Mirage, l'auteur de BD aux qualités artistiques remarquées nous propose un drôle d'objet. J'accuse avec un hashtag se présente comme une sorte d'ordinateur dont on tournerait les pages. Le principe est nouveau si l'histoire ne l'est pas. Il s'agit bien de reconstituer cet épisode si important de l'histoire de la France contemporaine et de son imaginaire en utilisant les codes des communications du XXIe siècle au service des récits de 1814 à 1906. Mais attention, même si les fake news ne sont pas absentes de l'aventure, Jean Dittard s'est assuré que chaque ligne de son roman graphique provienne d'une source historique vérifiée. Alors, le livre, Jean Dittard, merci d'être avec nous, le livre n'est pas qu'un livre, en fait. Le livre est accessible aussi grâce à un logiciel, à une application de réalité augmentée, chez votre éditeur Delcourt, ça s'appelle Delcourt Soleil. Vous le téléchargez et vous pouvez ensuite scanner chaque page qui vous apporte des informations supplémentaires. Donc, qui a eu en fait l'idée de ce dispositif original? Est-ce que c'est votre souhait? Et comment avez-vous réussi à le mettre en place? Merci déjà de votre invitation. Et effectivement, c'est un objet un peu singulier. Ça, c'est un choix de ma part. C'était une volonté personnelle de travailler le livre dans toutes ses dimensions. Le livre-objet ordinateur, enfin cet objet hybride, c'est un vieux rêve en fait d'une quinzaine d'années que je travaille, que je mûris depuis longtemps, avant même de savoir que j'allais un jour me confronter à l'affaire Dreyfus en fait. Et puis, il s'est trouvé que mon projet a démarré autour de la question des médias, de l'intérêt pour les pratiques médiatiques et les dispositifs médiatiques, mettre en scène ça. Et j'ai eu du coup l'envie de travailler sur un format écran, on va dire. Et donc l'objet, c'est tout naturellement, était tout à fait approprié à cette volonté, quoi. Et la dimension de la réalité augmentée est venue plus tard, quand les éditions Delcourt avaient déjà cette application qui existait pour d'autres livres. Mais comme mon travail était effectivement nourri de beaucoup de sources et que toutes ces sources étaient présentes à toutes les pages du livre, c'était un outil en fait formidable pour redonner l'accès direct à ces sources. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ça donnait une dimension réellement interactive qui allait au bout de la question de l'objet, y compris avec sa dimension virtuelle, pour proposer des contenus numériques réellement, quoi, et pas seulement en faisant une imitation d'un ordinateur, finalement. Ouais. Alors, on a parlé de l'objet rapidement, mais pourquoi avoir choisi finalement l'affaire Dreyfus comme événement historique, comme lieu privilégié de ce télescopage des signes? Comme je disais, mon point d'entrée dans l'affaire, finalement, c'était la question des médias, et la question des dispositifs médiatiques. Ce qui m'interpellait à l'origine, c'était le bain médiatique contemporain dans lequel nous sommes plongés, qui est fait effectivement de fake news, j'en avais parlé, de complotisme, qui est fait aussi de beaucoup de polémiques qui enflent à partir d'un fait divers, d'une anecdote, et qui vont prendre des proportions monumentales. La façon dont les idéologues instrumentalisent justement certains faits divers pour les tordre vers une direction qui est la leur et essayer d'influencer le débat public et les opinions. Donc tous ces éléments-là, ces phénomènes, j'avais envie de les mettre en scène dans un livre, dans un objet. Et à un moment donné, j'ai pensé à l'affaire Dreyfus et je me suis dit c'est vraiment quand même une affaire emblématique de ces phénomènes. Mais je la connaissais pas plus que ça à l'origine. D'accord. Et donc c'était aussi l'occasion pour moi d'apprendre, enfin de plonger, d'essayer de comprendre comment l'affaire Dreyfus s'est déployée, c'est-à-dire à partir de cette anecdote initiale, précisément comment ça a pu prendre une telle proportion. Et l'enjeu du livre est un peu de montrer les ressorts de ça, en fait, de ces phénomènes. Ouais. Voilà. Alors donc, on le voit vous jongler vraiment magistralement avec une bibliographie considérable. Je veux dire, on a écrit des milliers et des milliers de livres autour de l'affaire. Il y a des milliers de pages d'archives, de journaux, etc. Mais visiblement, la recherche ne vous fait pas peur. Hein, je crois que on voyait ça déjà dans vos précédents travaux où vous plongiez dans des univers graphiques bien particuliers. Donc, d'ailleurs, je m'étonne de pas vous avoir rencontré à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle pour ces recherches. Donc, quels sont les auteurs et les lectures qui vous ont guidé, disons, dans la jungle de l'affaire?
Et oui, oui, moi j'avais déjà effectivement fait un travail de recherche sur d'autres ouvrages, mais à ce point-là, ça m'était jamais arrivé. Là, effectivement, on est submergé par une quantité phénoménale. Il est impossible de tout lire, évidemment, sur ces sujets-là. L'un des livres qui m'a le plus aidé, au bout du compte, à m'y retrouver, c'est le livre de Philippe Auriol, la grosse somme de l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. D'autant que dans ce livre, il s'est appuyé beaucoup sur les sources journalistiques et aussi sur toutes sortes d'écrits en réalité de protagonistes. Et donc moi, ça m'a permis de m'aiguiller sur certains articles importants, par exemple de l'affaire, auprès desquels je serais peut-être passé à côté si j'étais allé tout seul comme ça. Donc ça m'a aiguillé. Mais après, j'ai fait un travail essentiellement par Internet avec Retro News, qui est un site adossé à la BNF qui donne accès aux sources des journaux numérisés. Et donc avec Gallica également, mais Retro News était un outil plus facile pour faire ces recherches. Et en fait, dans ces recherches, je suis allé parfois à la pêche aussi dans l'inconnu, c'est-à-dire que je savais que à telle ou telle date, je voulais trouver des articles qui évoquent un tel petit événement. Et donc j'essayais un peu comme ça de prendre au hasard, enfin pas forcément au hasard, mais disons un certain nombre de journaux que je choisissais, puis ensuite j'allais lire aussi les pages 2 et 3, pas forcément les choses seulement sur l'affaire Dreyfus. Ouais. Et donc du coup mon livre il est façonné aussi avec des petites choses, par exemple des réactions justement sur les dimensions médiatiques. Quelqu'un qui fait un article parce que il en peut plus de l'affaire Dreyfus et il part à la campagne pour se déconnecter, comme on dirait aujourd'hui. Pour moi, c'était passionnant de découvrir ça, mais c'est pas quelque chose qui serait dans les livres d'histoire sur l'affaire Dreyfus. Il y a une modernité effectivement de l'affaire, et puis bon, le dispositif fait qu'on rentre aussi dans l'imaginaire graphique de l'époque, quoi. Les publicités, par exemple, ça, mais tout ça habillé comme un tweet, un site web, un blog ou une chaîne d'information continue. Donc ça, c'est très troublant parfois. En fait, bon, on a vu, ça a été un monstrueux travail de recherche, mais c'est aussi, à mon avis, une jubilation. En effet, à chaque page, et vous donnez une contrainte énorme pour un dessinateur de BD, donc chaque page a le même cadre, mais vous inventez, ce que j'ai trouvé remarquable, des icônes pour à la fois un peu embrouiller le sens des lecteurs. Donc vous créez un vocabulaire graphique finalement moderne, rattaché à notre modernité, mais totalement inspiré des codes de la typographie classique. Donc, oui, alors ça me fait plaisir que vous souligniez ça, parce que effectivement pour moi c'était, en termes de création, c'était la dimension la plus jubilatoire, mais réellement quoi. De transposer des signes graphiques. Il y a parfois une petite, de manière discrète, une petite archéologie des signes médiatiques. Par exemple, le like, le dislike, il est évoqué à un moment par Clémenceau qui évoque le geste du pouce en bas à la Chambre des députés, puis qui fait le lien avec l'Antiquité. Vous répétez cette image 2 fois d'ailleurs, c'est tellement ça vous a plu. J'aime beaucoup. Donc voilà, il y avait là en une image la possibilité de parler de ce signe-là depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le moment Dreyfus. C'est très, très fin. Et ça, j'ai beaucoup aimé jouer avec ça, transposer des petits signes. Donc c'est un objet hybride effectivement qui joue avec les gravures de l'époque, avec les typographies anciennes du 19e, mais avec des dispositifs contemporains qui fait que j'imagine aussi à la lecture, on est étrangement familier en fait, étrangement parce que c'est quand même différent, et en même temps familier parce qu'on est totalement habitué à ces différents canaux médiatiques auxquels on est confronté quotidiennement. Et du coup, je me dis c'est aussi à la fois un effet de résonance sur le contemporain, mais en même temps une porte d'accès à cette affaire Dreyfus, comme si on la vivait avec les outils modernes. Ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait fascinant de voir que on peut parfaitement suivre des échanges qui ont pu prendre plusieurs semaines dans des journaux sous la forme de tweets ou d'une conversation WhatsApp. Le contenu est là, on comprend très bien l'enchaînement des objets et des pensées, et finalement, encore une fois, ça peut déstabiliser, mais ça nous renvoie à quelque chose de très familier aujourd'hui. Oui, puis l'enjeu, c'était de ne pas tricher avec les contextes d'énonciation initiaux, c'est-à-dire que je transforme pas des courriers personnels, par exemple, en les mettant sur la place publique comme une parole publique. Donc j'essaye d'être aussi cohérent et juste par rapport aux propos et au contexte dans lesquels ils se sont tenus.
Alors effectivement, il n'y avait pas de débat, par exemple. Alors parfois, je mets en scène des débats, mais donc je mets des réponses, enfin des gens qui parlent, alors qu'en réalité, ils ne parlaient pas ensemble. Mais néanmoins, ils se répondaient par journaux interposés. C'était d'autres dispositifs, d'autres outils. Et j'ai essayé de pas tricher avec tout ça, quoi. De pas mettre comme des témoignages, par exemple. Dans le cadre de ce qui est finalement un documentaire, un objet documentaire, il y a des personnages comme le frère, on n'en a pas parlé, Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, qui arrivent comme des témoins, qui parlent au lecteur. Et donc c'est basé sur des écrits qu'ils ont produits. Mais je n'ai pas utilisé, par exemple, les témoignages dans les procès, dans le cadre des procès, pour les sortir du contexte du procès, pour faire, voilà, donc, quand il y a des moments de procès, là, ils sont évoqués, mais voilà, j'ai essayé d'être cohérent tout en étant décalé, enfin, trouvant une espèce de juste milieu, quoi. Oui. Non, mais on peut voir, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'affaire, il y a une grande justesse, historique dans tout ce que vous traitez. Vous mettez en avant, effectivement, certains personnages, donc Mathieu Dreyfus, le frère admirable qui a toujours agi dans l'ombre pour défendre son frère, Scheurer-Kessner, avec toutes ces ambiguïtés aussi vous relevez très bien, le sénateur, Bernard Lazare, donc le journaliste passionné, issu du monde anarchiste aussi, et puis Émile Zola. Bien sûr. Et il y a des cadrages, donc quand ces gens témoignent, ils sont dans un dispositif, voilà, on les voit assis dans un fauteuil, comme s'ils étaient dans un documentaire télé habituel, donc ça c'est tout à fait remarquable. Dernière question simplement là encore sur le graphisme. Est-ce que c'est pas un peu, alors on voit qu'il y a un côté jubilatoire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration? Parce que de tout ce livre, vous n'inventez pratiquement pas d'images, vous copiez ou restituez à la mode du 19e siècle, enfin aujourd'hui des images de la mode du 19e siècle. Mais alors là aussi, c'est pas une frustration parce que j'ai toujours aimé moi dialoguer dans mes autres livres aussi, dialoguer avec d'autres registres visuels qui ne sont pas les miens et que je m'approprie, avec lesquels je joue. Et sur ce livre-là, effectivement, il y a des registres divers. Je m'appuie beaucoup sur des photos d'époque ou des dessins dessins documentaires de la presse de l'époque, voilà, ou des dessins aussi de procès. Et donc il y a toute une dimension vraiment documentaire, une restitution visuelle qui est au plus près de ce qui était réellement l'affaire Dreyfus. Et en même temps, sur tous ces dispositifs contemporains, il y a tout un parcours d'images contemporaines qui sont souterraines aussi dans mon livre et avec lesquelles c'était très amusant aussi de jouer parce qu'en fait je fais ressortir des choses qui viennent de plein de dispositifs de plateaux télé différents, des postures corporelles, des cadrages qui n'existaient pas au 19e par exemple. Je m'inspire parfois de certaines images qui ont été prises par un smartphone dans une scène de foule par exemple. Et donc on se retrouve avec un moment comme pris sur le vif, mais travaillé ensuite en hachure avec des vêtements d'époque. Et tout ça est fondu en fait dans un continuum qui cherche à être un peu plus indistinct, quoi. Mais en termes de création, en fait, il y avait une grande créativité au bout du compte, même si je m'appuie sur des images. Mais c'était. On sent tout ça. Merci beaucoup, Jean Dittard. Donc vraiment, je recommande la lecture de ce livre, à la fois très réel, très physique et virtuel. Et puis, c'est une bonne leçon d'histoire sur l'affaire, parce que je pense que qui lit l'intégralité de cet ouvrage se fait une excellente idée de l'évolution des opinions et des coups tordus dans tous les sens qu'a généré cette affaire. Merci beaucoup, Jean Dittard. Merci beaucoup à vous.